Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le numéro 30 du Manceau Catch. Ah oui, le temps passe vite, déjà 2 ans et demi de Manceau Catch. Et donc ça me fait plaisir déjà de vous présenter ce 30e numéro qui va évidemment mettre à l'honneur Clash at the Castle Scotland, le gros morceau de cette vidéo qui va avoir lieu la semaine prochaine. On va y revenir bien sûr dans le détail. Et donc, le rêve brisé, peut-être, un nouveau rêve brisé pour Drew McIntyre. C'est le titre de ma vignette. Eh bien, on va essayer d'en savoir plus lors du décryptage, en tout cas de la preview du pay-per-view. On va sans plus attendre, on va passer directement au sommaire de cette vidéo. Voici le sommaire. Et donc, les pronostics de Clash of the Castle Scotland la semaine prochaine, à un horaire qui sera favorable à nouveau pour nous, hein, comme pour King and Queen of the Ring, ça fait plaisir. Et comme d'habitude, on clôturera ce Manceau Catch par le top 5 des matchs du mois écoulé, ou plus exactement des 3 dernières semaines, puisqu'évidemment, cela dépend du planning des pay-per-view VVE, et donc actuellement, on est sur un rythme effréné de seulement un pay-per-view toutes les 3 semaines, donc du coup, vu que je me cale sur ça, ça ne fait que 3 semaines d'éligibilité pour les top 5. Et ça ira mieux une fois qu'on aura passé Money in the Bank, il y aura 4 semaines en attendant ensuite SummerSlam. Bref, voilà, sans plus attendre, on va passer donc au gros morceau de cette vidéo, à savoir donc les pronostics de Clash of the Castle Scotland. On va commencer d'abord par afficher le poster du show. Voici le poster. Donc c'est en tout cas, alors il y en a un aussi, on voit Drew McIntyre. Bon, c'est moins intéressant. Je préfère les posters plus collectifs. On voit que tout le monde est présent, sauf Jey Uso, qui a priori, hein, sauf surprise, ne sera pas présent dans ce pay-per-view. En tout cas, il ne sera pas booké dans un match, je ne pense pas. Et d'ailleurs, là, à l'heure actuelle, 5 matchs ont été annoncés. Format classique maintenant des pay-per-view avec Triple H. Je ne pense pas que ça va beaucoup bouger, à moins d'un ajout, comme on a pu avoir la dernière fois, un match en kick-off sorti de nulle part. On peut toujours le garder sous le coude, on sait jamais. Hein. Maintenant, c'est très aléatoire les matchs de kick-off, enfin de countdown plus exactement. D'ailleurs, on ne sait pas encore à l'heure actuelle à quelle heure aura lieu le countdown. Est-ce que ce sera à 18h ou à 19h, puisqu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pay-per-view pour nous, heure française, ce sera à 20h. Voilà, ça c'est vraiment l'heure à cocher. C'est 20h le pay-per-view. Donc, est-ce qu'on aura seulement une heure de countdown avec donc du coup un countdown à 19h ou alors 2 heures comme pour King and Queen of the Ring, ce qui ferait qu'on aurait un countdown à 18h. Ça dépendra aussi s'ils veulent mettre un match ou pas. Hein. Et voilà, s'il n'y a pas de match, une bonne petite parlotte et les vidéos package, et ça devrait tenir sur 1 heure. Voilà. Bref, on verra bien. Ça c'est pas très important. Aussi avant de commencer, on va refaire un petit point sur le baromètre Wyatt Six, hein, parce que alors comme un idiot, j'en avais quand même fait une vignette lors de mon Manceau Catch précédent. Hein, les masques vont tomber, c'est ce que je disais. Comme un idiot, je n'avais même pas mentionné une seule fois le Wyatt Six lors de ma review de King and Queen of the Ring. Alors maintenant je peux en parler. Alors on les a pas vus, mais c'est vrai que on avait quand même des indices de plus en plus notables et plus en plus clairs, on va dire, qui indiquaient la date du 17 juin. Et c'est vrai qu'elle continue de se confirmer cette date. Et du coup, ça serait le Raw post Clash of the Castle. Donc ce serait déjà pas le Raw de demain, mais le suivant, qui sera, si je ne m'abuse, au Texas, à Corpus Christi. Donc ce serait le point d'arrivée, hein, du clan. Maintenant, sait-on jamais, Clash of the Castle, ça peut aussi faire son effet. Mais bon, comme je le disais pour Backlash France, je vais un peu redire la même chose. Je me dis, bon, l'Écosse va avoir déjà le privilège d'avoir un pay-per-view en son sol. Je pense que déjà, avoir en plus les débuts du Wyatt Six, ça me semble un peu beaucoup déjà, hein, d'avoir ça en plus, alors qu'ils ont déjà un pay-per-view, ce qui est déjà un gros cadeau. Donc c'est exactement la même remarque que pour Backlash France. Du coup, je suis un petit peu
un peu sceptique quant à la possibilité de voir le Wyatt Six démarrer en Écosse. Voilà, j'attendrai peut-être plus cette fameuse date du 17 juin qui semble se profiler donc du côté du Texas, parce que là, bon, je les vois pas avoir un rôle majeur dans ce pay-per-view, ou en tout cas intervenir sur quelqu'un, ou provoquer quelque chose. Bon, même si leurs cibles pour l'instant semblent assez floues, hein, on ne sait pas vraiment vers qui ils vont se diriger. Ça, il faudra attendre de voir d'attendre leur apparition pour peut-être en savoir plus. Mais voilà, en tout cas, les derniers indices semblent en tout cas converger vers cette date du 17 juin. Pour être un peu honnête, et je suis pas le seul, hein, je l'ai vu, hein, c'est vrai que je commence à lasser de tous ces QR codes. Autant j'aime beaucoup tout ce qui est cryptographie, énigmes, etc. Je prends beaucoup de plaisir à chaque fois à faire ça, mais j'avoue que là, depuis 3 semaines à peu près, je commence à saturer, et je vois que beaucoup de fans aussi, et ça devient long, et j'espère vraiment, en tout cas, si c'est que c'est bien le 17 juin et que ça n'ira pas au-delà. Parce que là, sinon, ça va nous faire une espèce de Virman, quoi, un effet Virman qui va être assez détestable. Et voilà, se taper tous ces QR codes qui finalement, en plus, n'aboutissent pas à grand-chose, parce que on connaît maintenant les motivations du clan, on connaît pratiquement à coup sûr sa composition. Il y a peut-être un léger doute sur Alexa Bliss, mais bon, à part ça, on les connaît. On connaît donc ces motivations, donc on n'apprend plus rien de nouveau en fait. Donc ça sert plus à rien de nous faire patienter. Maintenant, on attend de les voir surtout quoi. Donc ça sert plus à rien en fait. Donc là, ça devient vraiment long. On a, je pense, franchi la limite. Et attention à ne pas, je dirais, déjà foutre en l'air l'effet de leur début, alors que ça partait pour être quand même quelque chose de huge. Qui aurait pu être vraiment, qui pouvait vraiment faire un véritable impact, donc on verra. Mais là, je trouve ils vont un peu trop loin dans l'attente. Et alors, ils en jouent un peu dans les vidéos d'ailleurs. Hein. Mais je trouve que, donc on sent que c'est volontaire, mais je trouve que c'est un risque. C'est un vrai risque. Et attention au flop. Hein. Attention au flop quand même. Hein. Et puis bon, il faut quand même me rappeler aussi que voilà, quand on regarde sa composition, en tout cas là, celle que l'on a tous en tête, voilà, c'est pas ouf in ring hein, globalement, hein, à part Joe Gacy qui se démène pas trop mal. Le reste c'est quand même vraiment pas ouf dans un ring. Hein. Faut quand même le rappeler aussi. Hein. Donc faut pas non plus s'attendre à des merveilles. Hein. Donc faudra surtout tout miser sur l'univers, sur les personnages et sur l'histoire. Voilà, ils vont tout miser là-dessus, hein, de toute façon. Hein, il y aura rien d'autre, hein, quasiment, hein, au niveau in-ring. Hein. Bref, voilà, je voulais en reparler parce que c'est vrai que j'avais oublié d'en parler dans ma review de King and Queen of the Ring. J'aurais finalement pu faire ma vignette de la dernière fois et de la remettre là. Mais bon, là, ça sera pas pour le pay-per-view, a priori. A priori. Donc là, ça devrait être pour l'Euro du 17 juin. Bref, voilà, donc maintenant, on va passer aux 5 matchs qui ont été annoncés. J'en mettrai pas, j'en ajouterai pas. Il y a des petites chutes de mid-card, des choses qui se passent hein, en weekly, mais je pense que ça peut atteindre les weekly justement pour faire ces matchs-là et que on peut se contenter de ce qu'on a là, au niveau des matchs. Hein. Allez, on va aller directement au premier match, à savoir un triple threat féminin comptant pour les titres tag entre les championnes Bianca Belair et Jade Cargill, Shayna Baszler et Zoey Stark, et Isla Dawn et Alba Fire, hein, The Unholy Union, qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, on les voit pas non plus énormément. C'est simple, hein, on se souvient que elles avaient gagné une chance hein, pour être championnes, Zoey Stark et Shayna Baszler, et on attendait leur match hein, justement. Ça a été fait là à Raw on va dire dans un segment impromptu finalement où ils ont fait ce match et finalement ça s'est terminé par un DQ puisque Alba Fire et Aladdin s'en sont pris directement à Belair et c'est parti un peu en brawl et on a eu ensuite à SmackDown un match entre Bianca Belair et Jade Cargill et Candice LeRae et Indy Hartwell, hein, le rematch, la revanche de King and Queen of the Ring. Alors il n'y avait pas de titre en jeu hein, cette fois-ci, heureusement, et victoire assez expéditive des championnes, hein, sans trop de surprise. Et à nouveau un brawl derrière, et voilà, on s'attaque aux championnes. C'est vraiment le bordel total. Et puis on verra plus tard
que en coulisses les championnes sont allées voir Nick Aldis et du coup on nous annonce, enfin les deux nous annoncent qu'il y aura un triple threat donc à Clash of the Castle autour de leur titre. On le sentait venir hein, évidemment ce build autour d'un triple threat. Euh, voilà honnêtement bon, alors c'était une idée que j'avais aussi mais bon de toute façon on va le voir dans ce pay-per-view, il y a quand même beaucoup d'Écossais. Mais là on va dire on est dans la catégorie autant Drew, ça a du sens, c'est logique qu'il ait son match. Autant là, c'est quand même hyper tiré par les cheveux et je dirais que c'est un booking à la un peu fan service quoi, un booking à la carte d'identité quoi. C'est parce qu'elles n'ont rien à faire là en soi, enfin non pas, elles n'ont rien mérité quoi. Elles n'ont rien mérité. Alors finalement, je répète un peu ce que j'avais dit pour Candice LeRain hier toi de la semaine dans le pay-per-view précédent quoi. Voilà, tu t'attaques aux championnes, t'as un match de championnat, c'est un peu facile quoi. Et on dira la même chose avec Piper Niven d'ailleurs. Hein. Bref, c'est un peu facile. Le match en soi, voilà, ça peut être sympa, mais faudra faire attention aussi en termes toujours d'application, parce que c'est vrai on a eu des imperfections déjà rien que dans le match, déjà de Raw, entre Stark, Baszler et Belair et Cargill, des petits retards à l'allumage, quand notamment Cargill doit déstabiliser, faire tomber Shayna Baszler à l'extérieur, des petits problèmes de timing, bon, bah oui, on sait Cargill, faut encore travailler. Faut travailler. Et ça va prendre du temps, hein, on le sait. Voilà, donc les autres, elles ont beaucoup plus d'expérience qu'elles, bien entendu. Donc on peut espérer quelque chose de décent, on va dire. On verra quel accueil sera réservé à Alba Fire Island. Je pense pas que ce sera la méga pop. Je pense moins que Piper Niven, par exemple. Mais elles auront, je pense, un accueil plutôt décent et chaleureux, mais pas extatique, on va dire. Voilà, en tout cas, pour les clés du match. Le pronostic, bah, je le vois pas trop de surprise, en fait, dans ce match. Victoire, conservation des titres par Cargill et Belair. Euh, je pense que le pin va se faire quand même plutôt sur les Écossaises, histoire que Shayna et Zoé soient protégées et puissent avoir encore un rematch, puisque finalement bah, leur chance qu'elles ont eue lors du dernier Raw, bah, elle a été mise, finalement elle a été foutue en l'air à cause de l'intervention des Écossaises. Donc finalement elles ont un match inachevé, donc ça aurait du sens qu'elles soient préservées dans le résultat pour qu'elles aient à nouveau une chance, cette fois-ci en 2 contre 2, match tag simple quoi, et qu'on aura probablement donc du coup à Raw quoi. Voilà, ça c'est un peu mon idée, comme ça que je vois les choses, et donc un pin sur les Écossaises. Alors oui à domicile, bah de toute façon hein, vous verrez dans mes pronostics, hein, les Écossais pour moi ne seront pas à la fête, je le dis tout de suite, et en plus il faut aussi noter que bah, Sonya Deville, on voit qu'elle tourne autour de Stark et de Baszler depuis juste quelques temps, là, pas longtemps. Alors pour l'instant, Deville se fait rembarrer à chaque fois, mais bon, quand on fait ça en général, c'est que ça va aboutir à quelque chose, hein, que c'est pas pour rien, et, euh, et justement pour que cette histoire soit crédibilisée et légitimée, eh bien, il vaut mieux qu'elle perde en fait, parce que si on a Baszler et Stark qui prennent les titres, bah Deville elle a pas grand chose finalement, elle a pas besoin, enfin les championnes auront encore moins besoin d'elle. Ça va prouver bah, finalement qu'elles avaient raison et elles n'ont pas besoin d'une aide de qui que ce soit et qu'elles peuvent gérer les choses de par elles-mêmes. Donc ça n'irait pas dans la storyline. Donc il faut pas qu'elles soient championnes, Stark et Zoé, et il faudrait plutôt bah, du coup que Deville remette une pièce dans la machine et revienne vers elle pour dire bah vous voyez. Si vous m'aviez écouté, si vous aviez pris la bonne décision, bah, vous seriez peut-être championne à l'heure actuelle. Voilà. Et là, ça permettra justement de raconter ça dans l'optique bah, peut-être du rematch qu'il pourrait y avoir donc plus tard, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, donc ça c'est encore un argument. Et puis bon bah les Écossaises, bon bah là, elles arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc pour moi il n'y a aucune chance qu'elles prennent les titres. Et voilà, bah, pour la suite, hein, les filles qui pourraient détrôner Belair et Cargill, il n'y en a pas 150. Mon prono pour l'instant, même si on les a pas encore vus, bah ce serait Bliss et Cross. En tout cas, si les deux sont bien là, dans le nouveau clan qui va arriver, bah ce serait pour moi les deux grosses menaces qui pourraient embêter Belair et Cargill. Et alors bon, je sais pas si c'est un one shot ce qu'on a vu dans le dernier SmackDown ou si c'était quelque chose qui pourrait teaser quelque chose de plus durable. Ce serait, on a vu Tiffany Stratton dire ah ben je suis la princesse, toi t'es la reine, hein, en parlant à Nia Jax.
et parler un peu d'une association. Bon, je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait durer, je pense pas parce que Stratton elle sera, je dirais, elle a plus de choses à amener en solo, et puis voilà, elle sera, je pense, l'une des favorites pour le Money in the Bank. Jax, bah, future challenger au titre à SummerSlam, donc je pense pas qu'il y ait de légitimité à les mettre ensemble. Ce serait un peu con, quoi, un peu du gâchis, quoi. Jax, pareil, elle a pas besoin d'être en équipe. Bref, je pense que pour l'instant, par Bliss et Crush, je vois pas beaucoup de menaces. Stark et Bessler, je les vois pas prendre les titres, même avec Devil derrière les deux, en manageuse peut-être. Il y a peut-être un nouveau clan féminin qui va se former. Hein. On sait qu'à Devil aussi, elle approche de Natalia aussi, qui parle aussi du moment de changer les choses, en référence à Onart. Voilà. On verra aussi. Donc il y a peut-être quelque chose qui se trame au niveau féminin avec un nouveau clan, peut-être quelque chose autour de Sonya Deville. Ça, on verra bien. En tout cas, pour moi, victoire des championnes, conservation dans un match qui sera décent, mais je vois pas un banger. Hein. Pour moi, c'est 3,5. C'est 3,5 et pas plus que ça, quoi. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Match comptant pour le championnat intercontinental entre Chad Gable et Sami Zayn. Donc à nouveau, hein, ce match. Donc on rappelle que Chad Gable avait perdu sa chance à Montréal, hein, chance que Zayn lui avait donnée, et bah, évidemment il y a eu le heel turn de Gable derrière, mais il y avait quand même eu un rematch plus tard à Raw que Gable avait gagné, hein, juste avant King and Queen of the Ring, on s'en souvient. Alors c'était quand même grâce à Otis. Alors le titre était pas en jeu, mais Gable avait gagné donc grâce à Otis, hein, qui avait fini par frapper Sami Zayn. Et ensuite, bah, on a eu ce fameux triple threat match en ajoutant Bronson Reed, donc à King and Queen of the Ring, et victoire de Sami Zayn, mais Gable avait été protégé dans la défaite. Donc ça, c'était aussi un élément, je pense qu'il fallait faire et qui était nécessaire. D'autant plus que bah, là, il a encore sa chance là, donc c'était normal qu'il prenne pas le pin. Donc ce title shot est logique. Et donc, bah, ça tourne quand même autour d'une storyline, alors certes de mid-card, mais qui pour moi est l'une des meilleures actuellement. Pour moi, c'est ça. Bah déjà, on le voit, hein, la réaction du public. Le public est à fond dedans. Hein. Ça fonctionne très très bien. Évidemment, au milieu de tout ça, il y a aussi Otis qui est hyper over. Ça depuis longtemps maintenant. Et là, ça revient bien. Il y a une nouvelle hype autour d'Otis là ça pousse fort derrière lui. Et moi, je suis vraiment très très investi derrière chacun des segments de l'Alpha Academy. Les deux derniers, notamment des 2 dernières semaines. Moi, je les ai trouvés vraiment excellents. Celui qu'on a eu là, le dernier, vraiment super. C'est très efficace, facile à comprendre. Le public est à fond dedans. On attend qu'une chose, c'est qu'Otis se rebelle. Alors évidemment, on nous fait languir et c'est normal. Et il faut jouer un petit peu avec la frustration. C'est bien joué de chaque côté. Les personnages sont attachants ou exécrables, ça dépend de qui on parle. La partition est bien jouée par chacun des protagonistes. C'est convaincant, c'est simple, bien écrit. Bah, moi, à chaque fois, j'ai envie de voir la suite, quoi. Donc pour moi, un bravo, un coup de chapeau, quoi, parce que ça prouve que, bah voilà, il n'y a pas besoin non plus finalement d'imaginer des choses capillotractées en fait pour que ça marche, quoi. Voilà, une histoire très très simple, hein. Elle est même pas en soi, elle est même pas originale, hein. Il y a rien d'extraordinaire, mais on a, je dirais, les bons acteurs, les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit pour qu'on y croit. Et Gable est convaincant justement en tant que personnage exécrable, et Otis bah, il est attachant, comme Tozawa et même Maxine peuvent être aussi attachants, voire émouvants, ça fonctionne super bien. Et puis Sami Zayn essaie de remettre les trois là dans le droit chemin. Mais voilà, et puis évidemment il y a des quiproquos, comme on l'a vu la dernière fois, Gable qui repousse Zayn, qui bouscule lui-même Otis, et du coup ça fait chuter Tozawa et Maxine qui se blessent, enfin voilà, en tout cas une kayfabe bien sûr, blessure à la cheville notamment pour Maxine, bah, ce quiproquo, Otis pense, bah du coup il est pris entre deux feux, là, entre Zayn qui dit que c'est pas lui, que c'est pas de sa faute, c'est à cause de Gable qui dit lui que c'est la faute de Zayn, et puis finalement bah, c'est Otis craque et puis porte
World's Strongest Slam sur Sami Zayn et voilà, le public évidemment est déçu backstage on verra un Gable content qui pense à nouveau que Tozawa, Maxine ont simulé leurs blessures alors qu'en fait ils ont vraiment mal. Et Otis pareil, Gable le félicite, il lui fait un gros bisou, voilà, il croit que voilà, il peut vraiment devenir champion, Clash of the Castle, voilà, et voilà, donc on en est là pour l'instant. Il y aura encore, je pense, un dernier gros segment encore à Raw, mais pour moi l'histoire est vraiment très bien, très bien racontée, elle est efficace, c'est simple et voilà, quand on veut on peut et je pense qu'on peut en faire plein d'autres. Du côté de Raw, mais aussi de SmackDown. Et je pense que c'est surtout à SmackDown que ça manque ce genre de petites histoires qui nous donnent envie de suivre justement les weekly tel une série ou tel un feuilleton. Voilà, c'est comme ça que ça marche depuis des décennies maintenant. Donc moi voilà, moi je suis vraiment bien appliqué en tout cas dans cette histoire. Et donc je trouve intéressant ce qui va se passer en tout cas en Écosse. Ce match peut être vraiment très intéressant. Évidemment d'un point de vue in-ring parce que Zayn et Gable dans un ring ça va être très qualitatif, mais aussi en termes de storytelling. Là aussi ça va être vraiment petits oignons, hein. Je pense que on va encore se régaler, hein, ça c'est sûr. Et puis avec un public écossais qui va certainement être vraiment bouillant, ça va donner quelque chose vraiment d'incroyable et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc par rapport au pronostic, c'est pas si simple, faut rappeler aussi que Zayn va affronter Otis d'ailleurs à Raw. Hein. Zayn va affronter Otis à Raw, donc là aussi en termes de storytelling, ça va être très intéressant. Et donc pour le pronostic, moi j'irai quand même vers Chad Gable. Je trouve que là on donne beaucoup d'opportunités à Gable. Il a beaucoup foiré et je trouverais que ça ferait vraiment la défaite de trop là s'il perdait encore ici quoi. Je serais quand même surpris. Alors évidemment, il faut aussi le rappeler, c'est d'actualité. Il y a son contrat qui vient d'arriver à terme. C'était le 7 juin, c'était vendredi, donc il est actuellement free agent. Chad Gable, c'est quand même une info importante. D'après ce qui se dit, on lui a offert, enfin la VVE lui a proposé une grosse offre sur la table, mais il n'a pas encore accepté. On ne sait pas encore ce qu'il en est. Il y a évidemment des intérêts de la EW, hein, faut pas se mentir. Donc il y a encore un point d'interrogation par rapport à son avenir. Maintenant, honnêtement, vu son exposition actuelle et sa grosse storyline, et on n'a jamais vu finalement un Gable peut-être aussi exposé dans le main roster. Il est sur sa plus grosse storyline, son plus gros push, et il a jamais été, je pense, aussi proche de tenir enfin ce titre intercontinental. Je vois mal se barrer quoi. Je le vois mal se barrer maintenant. Et je me demande même si dans la balance, hein, pour qu'il dans cette grosse offre qu'il aurait actuellement entre les mains, on va dire, je me demande même s'il n'y a pas aussi justement ce titre intercontinental qui est aussi dans l'histoire quoi. Donc je pense que ça va être la bonne pour Gable parce que je trouve qu'on nous le tease vraiment beaucoup. On n'insisterait pas autant en fait s'il n'y avait pas quelque chose au bout quoi. Et puis en plus ça récompenserait son excellent travail depuis maintenant plusieurs années. Il a quand même fait pas mal de choses maintenant. Il était très convaincant dans son personnage, hein, déjà période pandémique période Thunderdome et encore au-delà. Son nouveau personnage avec Otis. L'Alpha Academy finalement, tout ce qu'il a monté. Vraiment il a été bluffant. Je l'ai pas mis dans mes top 5 de fin d'année d'ailleurs pour rien, hein, parce que c'était mérité. Et donc je pense que là cette fois-ci c'est la bonne. Alors j'ai donné deux scénarios possibles. Alors, il peut y en avoir d'autres bien entendu, je vais en donner deux. Alors le premier qui est peut-être pas très original, ce serait un scénario assez similaire à celui qu'on avait vu à Raw justement, dans lequel Gable va demander, puisque là on va revoir les trois, hein. Je pense que là on va voir Tozawa et Maxine, parce que là on n'est pas en Arabie Saoudite, donc Maxine là elle va être là, elle va être là, et puis là Gable vu qu'il est content, il va faire venir les trois là, donc ils vont être là, hein. Il y aura pas de punition. Il va demander à chacun d'essayer justement de gifler sa misaine, de le frapper pendant que l'arbitre a de tourner, mais là on va avoir un refus. Autant à Raw c'était plutôt Gable qui virait chaque personne une à une. Là ce serait leur propre chef
que les membres de l'Alpha Academy se barreraient. Donc Maxine refuse de gifler Sami Zayn, elle se barre. Pareil pour Tozawa, il préfère refuser, il se barre. Et donc évidemment on en vient au personnage principal, à savoir Otis. Le public évidemment il va être à fond. Et bah, Otis il craque, il peut pas, non, il veut pas non plus. Et il se barre, laissant du coup Chad Gable tout seul. Il semble perdu là. Et décontenancé et déconcentré. Donc là, on se dit, bon, ben, il est perdu. Mais en fait, derrière, bah, évidemment, il y a l'autre option, à savoir, évidemment, les Creed Brothers. Les Creed Brothers qui pourraient intervenir et faire gagner Chad Gable. Et là, bah, on se dirait, ah, ok, finalement, Gable, il avait tout prévu. Il avait anticipé déjà le fait que bah, chaque membre de l'Alpha Academy refuserait de frapper Sami Zayn. Et donc, il a prévu l'autre option, à savoir les Creed Brothers, puisqu'on a quand même vu, il y a 2 segments, un qu'on a bien vu à l'écran, dans lequel ils discutent brièvement avec les Creed Brothers, juste en disant quelque chose du genre, bah, pensez bien à ce que je vous ai dit, quelque chose comme ça, et un autre plus discret lors du dernier Raw, où on les a vus parlementer, Gable et les Creed Brothers, en arrière-plan seulement, mais on les a quand même vus. À noter qu'on n'a pas vu, enfin je crois pas, je n'ai pas vu Ivy Nile à l'écran. Donc on verra si elle doit se joindre aussi à eux, mais ce serait pas déconnant qu'elle soit aussi dans l'histoire. Et pour former l'Alpha Academy 2.0, finalement la New Academy autour des Creed Brothers, d'Ivy Nile et donc de Chad Gable. Ça pourrait avoir de la gueule et ça aurait le clan, je dirais, serait même finalement mieux assorti et plus légitime que l'Alpha Academy tel qu'on l'a actuellement, finalement. Donc voilà, ça c'est un premier scénario. Et le deuxième, qui peut être aussi intéressant d'un point de vue storytelling et plus, je dirais, original, ce serait qu'on ne fasse pas intervenir les crits tout de suite. Voilà, on va encore laisser teaser les choses. On va attendre, on va patienter tranquillement pour les Creed Brothers. On va les mettre un peu sur le bas-côté pour l'instant. Et on va faire en sorte, dans le scénario, que ce soit Otis qui fasse gagner Gable, mais de façon involontaire. Voilà, ça serait la petite nuance intéressante. Et ce qui va évidemment entraîner ensuite un quiproquo pendant plusieurs semaines, avec un Otis d'un côté qui va être gêné d'avoir écouté le titre à Sami Zayn de façon involontaire, et ce qui va évidemment provoquer le courroux de Sami Zayn. Et de l'autre côté, on aura un Gable, évidemment, comme on a vu lors du dernier Raw, hyper content, qui va féliciter Otis, etc. Parce que Gable, lui, va être persuadé qu'Otis a fait perdre Zayn volontairement. Donc voilà, ce serait ça le quiproquo. Moi je trouve assez intéressant comme scénario en tout cas. Et puis du coup ça continuera de faire avancer l'histoire. Donc on ne se débarrasse pas tout de suite de l'Alpha Academy, on continue avec Otis. Alors on verra ce qu'il en sera à ce moment-là de Tozawa et de Maxine, ils seront peut-être pas là pour très longtemps. Mais il y aura peut-être déjà un premier écrémage. Ou progressivement, Maxine dans un premier temps, Tozawa dans un deuxième temps, et on finit avec à deux. Avec il n'y a plus qu'Otis, qui serait finalement on reviendrait à la case départ finalement entre l'Alpha Academy vraiment des débuts, avec Gable et Otis seulement, et puis évidemment jusqu'à ce que ça explose, et puis que les Creeds interviennent pour la première fois, ça y est, ils s'en prennent à Otis, et là on a la nouvelle Académie, ça peut être quelque chose comme ça, donc ça peut se faire plus tard les Creeds, c'est pas forcément pour l'Écosse, mais voilà, moi j'ai ces deux scénarios à vous proposer, mais en tout cas, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, moi je vois pas autre chose qu'une victoire de Gable. Et puis aussi un autre argument, c'est que vous verrez dans mes pronos, moi je suis plutôt sur pas mal de victoires face, et moi en général j'aime bien aussi pronostiquer de façon globale, en essayant d'équilibrer un peu les victoires heel et face, pas d'avoir un pay-per-view, je dirais trop centré sur le feel good moment, ou alors trop centré sur la hit quoi. Alors ça peut arriver, c'est déjà arrivé, mais globalement, je dirais globalement, on a plutôt tendance chez VE à avoir un peu un mix de victoires heel et face. Donc moi je reste toujours en général sur cette logique là, et donc si je donne une victoire à Zayn, ça va faire beaucoup trop, je trouve, trop de victoires face, et puis ce sera abusé quoi. Encore Gable qui se fait enfler, qui n'a pas sa chance, qui n'est pas récompensé, ça fait trop quoi. Et puis en pay-per-view, ça aura un impact quoi. Ce serait un beau cadeau, et le mérite depuis le temps, franchement, ce serait une très très belle récompense. Et à nouveau, ça prouverait que après Becky Lynch, avec Triple H,
on est capable aussi de surprendre et de faire des règnes courts. Parce que Zayn, bah, ça ferait seulement 2 mois de règne à ce moment-là. Hein. Il a gagné Kamania. Hein. Donc un règne court, mais voilà, il faut nous surprendre et pas nous faire à chaque fois des règnes d'un an, quoi. Voire 2 ans. Donc c'est bien aussi que Triple H puisse aussi nous surprendre. Donc bon, je suis favorable à ça et que bah du coup on est déjà un nouveau champion intercontinental. Ce serait mérité. Ça continuerait de raconter donc l'histoire entre Gable et notamment Otis. Et peut-être qu'on sait jamais, hein, peut-être qu'à SummerSlam, on se dirigerait vers un Otis contre Gable hein, pour le titre intercontinental. Ça serait étonnant, mais pourquoi pas hein. Il est tellement over Otis. Moi, franchement, bah, moi je serais pour, hein, parce que ce serait un gros moment, il y aurait une grosse ambiance, avec un Otis hyper over, donc ça fonctionnerait bien, hein. Ah, certainement. Hein. Bref, voilà, pour moi, victoire de Gable dans un bon match. Le match sera bon, et j'en attends quand même pas mal en termes de storytelling. Je pense qu'on va avoir un beau finish, enfin un beau finish, quelque chose en tout cas d'assez choquant, de marquant, étonnant. On verra, ce sera peut-être les crits, peut-être Otis, donc qui va faire gagner involontairement Gable. Bref, on peut avoir un finish très intéressant qui va encore donner envie de voir les weekly quoi. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Bayley défendra son titre contre Piper Niven hein, pour le WWE Women's Championship. Alors, bon, on peut dire que ce match de championnat, hein, et, franchement, l'écriture de ce match hein, qui a conduit à ce match, ça tient sur un ticket de métro, hein, ou sur du papier à cigarette, parce que franchement, ça a été écrit sur un coin de table. Et là, à nouveau, hein, je reviens à ce que je disais sur Down et Fire. Là, on est vraiment sur du booking vraiment à la carte d'identité, encore une fois. Hein, même si voilà, j'aime bien Piper Niven, mais là, elle a rien mérité en soi. Hein. Et voilà, quand on rappelle un peu les faits, on se rappelle que Bayley avait battu Chelsea Green à SmackDown en Arabie Saoudite, hein, juste la veille de King and Queen of the Ring. Et après cette victoire, Piper Niven avait attaqué Bayley après le match. Le SmackDown suivant, on a Jax qui est devenu Queen of the Ring, qui fait sa promo et qui veut faire venir Bayley. Bayley arrive, mais qu'est-ce qui se passe? Bayley se fait attaquer dans le dos par Piper Niven, accompagné de Chelsea Green. Et à ce moment-là, on va teaser un peu un Jax contre Piper à SummerSlam, hein, histoire de brouiller un peu les pistes. Et dans le même soir, malgré l'attaque, Bayley va à peu près bien, on va dire, et donc on a un match entre Naomi et Bayley d'un côté et Chelsea Green et Piper Niven de l'autre, et Green et Niven vont gagner. Alors grâce à Piper, hein, parce que Green va faire le pin sur Naomi, mais c'est parce que Piper va l'y mettre. En fait, je crois qu'elle lui porte un gros crossbody et puis elle place le corps inanimé de Chelsea Green sur Naomi. Hein. Voilà, donc ça met du gros momentum à Piper Niven. Mais voilà, le match de championnat est officiel juste pour ça, hein, en fait. Hein. On attaque la championne et hop, j'ai un match de championnat. Voilà, bon, c'est très très léger. Hein. Je suis pas des plus fans par rapport à ce genre de booking, quoi. C'est un peu facile. J'aimerais un peu plus quand même de profondeur que ça. Hein. Et dans le SmackDown d'avant-hier, justement, on a Bayley qui nous parle de son match contre Piper Niven à Clash of the Castle, mais elle va vite se faire interrompre hein, par Chelsea Green et Niven. Green qui va dire que Bayley a été une loser en Arabie Saoudite et une loser dans le match par équipe avec Naomi la semaine dernière. Donc Bayley sera une loser. C'est ce que dit Bayley. Hein, elle dit qu'elle sera une loser quand Piper Niven deviendra championne. Et Bayley répond que elle l'avait battu en Arabie Saoudite, Chelsea Green. Oui, ce qui est vrai. Hein, je comprends pas pourquoi Chelsea Green dit que c'était une loseuse en Arabie Saoudite. C'est vrai, puisque Bayley avait battu Chelsea Green en Arabie Saoudite. Et quoi qu'il en soit, Piper Niven n'a pas besoin de Chelsea Green et elle la respecte. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit Bayley à propos de Piper Niven. Bayley dit que la première fois qu'elle l'a vue, Niven, c'était au Mayon Classic en 2018. Et lorsqu'elles iront dans son pays d'origine, la semaine prochaine, ça sera plus qu'un match normal. Que Piper sera devant ses amis, sa famille, et que Bayley va s'amuser à battre Niven à Clash of the Castle, parce que c'est
elle a déjà été dans cette position, Bailey, hein. Elle a été aussi à San José, California, à devoir aussi catcher, et puis bah, à perdre malgré tout, quoi, à décevoir ses proches. Et donc cette fois-ci, c'est elle qui va faire ça en Écosse. Niven va prendre ensuite la parole, hein, va faire une bonne promo, je trouve, parce qu'elle dit qu'elle va, bah, qu'elle apprécie, hein, le respect de Bailey, mais qu'elle ne sait rien de son parcours. C'est vrai qu'après tout, le Mae Young Classic, bah, c'est en 2017, oui d'ailleurs j'avais dit 2018, c'était en 2017, alors qu'en fait, bah évidemment, elle catch depuis bien plus longtemps que ça, elle a mis le catch écossais on the map, hein, depuis 2008. Voilà, elle a quand même effectivement 16 ans de carrière, et qu'elle s'est battue bec et ongle pour sortir de la misère, pendant que Bailey bah, faisait des câlins, hein, comme elle dit au Performance Center. Bah, Piper, elle a remporté des titres, hein, un peu partout dans le monde, en Europe et au Japon. Hein, on se souvient notamment du côté de la Stardom, hein, elle était quand même ex-championne trio, hein, Artist of Stardom, avec Hazuki et une certaine Yoshirai. Et oui, hein, faut s'en souvenir. Donc elle a gagné pas mal de titres, hein, bien avant VVE. Et elle était donc championne du monde avant d'arriver ici. Et si Bailey savait à quel point Niven est dangereuse, hein, ben, elle ne serait pas ici. Et Piper Niven conclut en disant qu'elle remportera la ceinture à Clash of the Castle. Voilà, donc c'est une bonne promo, très très juste d'ailleurs, hein. Une très bonne réponse, hein, de Piper à Bailey, qui finalement montre que bah, il s'y connaît pas tant que ça finalement. Elle pourrait au moins se renseigner un peu sur sa carrière, hein, quand même, à Piper. Hein. C'est abusé quand même. Bref, le pronostic il est assez simple, hein. Pour moi, victoire de Bailey qui va conserver son titre face à une Piper. Bah, à nouveau une écossaise qui va perdre, mais c'est vrai que là, bon, ça pue la challengeuse de transition. Et on nous a teasé déjà un match entre Jax et Bailey depuis un bon petit moment, depuis que Jax a été promu du côté de SmackDown, en tout cas a été drafté à SmackDown. Donc voilà, on le sent venir, ce Bailey contre Jax. C'est l'affiche de SummerSlam, pour moi, il n'y a pas de doute. Donc je vois pas pourquoi on changerait. Et que le petit échange qu'il y avait eu entre Piper et Jax, voilà, c'est juste un écran de fumée. Et juste pour histoire de nous faire croire que c'est possible, mais ça n'arrivera pas. À noter que Chelsea Green va affronter Naomi lors du prochain SmackDown, qui sera donc non pas à Glasgow, mais à Glasgow, hein, pour reprendre le jeu de mots pourri qu'elle a fait Naomi hier à SmackDown Lowdown. Naomi qui a d'ailleurs annoncé qu'elle voulait aussi la mallette du Money in the Bank. Mais à mon avis, elle ferait mieux de se méfier d'une certaine Blair Davenport, hein, just saying, parce qu'elles ont eu une interaction la semaine dernière, et il faut pas l'oublier. Donc je pense que Naomi va avoir des petits problèmes avec Blair Davenport très prochainement. Et puis bien entendu, Naomi et Chelsea Green, qui sont les deux, je dirais, les deux partenaires de chacune des deux filles, de Piper et de Bailey, bah, elles auront peut-être aussi leur rôle à jouer durant le match, hein. Sait-on jamais, on verra, hein, ce que Chelsea Green pourrait faire et ce que Naomi pourrait faire. Voilà, donc on verra ça. Maintenant, quel que soit le scénario, le petit overbooking éventuel, victoire de Bailey, on verra comment. Peut-être une protection, on verra. Le Rose Plant, c'est pas forcément dit qu'elle le porte. Peut-être un roll-up, tiens, voilà. Alors le roll-up, c'est pas forcément quelque chose de glorieux, mais face à Piper, pour la protéger, pourquoi pas un petit roll-up. Voilà, une petite victoire un peu opportuniste, ou pour contrer peut-être une prise, ça peut être très efficace. Voilà, peut-être un petit cradle pour Bailey, on verra. Voilà, ce sera mon petit prono là, un petit prono annexe. Mais dans tous les cas, victoire de Bailey, et bah, qui ira du côté de Jax à SummerSlam. Alors il y a encore le Money in the Bank, il y a encore peut-être celle qui gagnera la mallette qui pourrait embêter Bailey, hein, notamment Stratton peut-être. Ça peut encore changer, on sait jamais. Bref, on verra bien. Mais voilà, le match, on a de bonnes catcheuses. Maintenant, j'en attends pas forcément des merveilles. J'ai pas l'impression qu'on va avoir un banger. Là aussi, je serais plutôt autour du 3,5 maximum. Faut pas trop l'overbooker non plus. Si ça se passe un peu vraiment face à face, dans les règles de l'art, pourquoi pas. Mais voilà, il y aura quand même un bel accueil pour Piper, en plus qui connaît cette salle, hein, elle a déjà catché dans cette salle, la salle dans laquelle elles se trouveront, donc elle connaît bien les lieux, elle va voir des proches à elle, elle va être assez émue, il y aura un gros accueil, on verra d'ailleurs qui sera finalement la plus acclamée, qui sera la plus face dans tout le match, parce que c'est pas évident, c'est pas si évident que ça. On va voir si Bailey va travailler un peu plus en heal.
j'y crois pas des masses. Les deux vont être, je pense, des favoris de la foule durant le match. Je pense que Piper sera quand même bien soutenu et bien plus que par exemple Lina Down et Alba Fire. C'est à mon avis, c'est à n'en pas douter. Voilà, ce sera un beau cadeau pour elle. Voilà, c'est un peu comme gérer Zelina Vega à Puerto Rico pour Backlash. C'est un peu dans le même esprit et c'est un beau cadeau pour elle. Voilà, maintenant on va passer au match suivant. Damien Priest contre Drew McIntyre hein, pour le World Heavyweight Championship. Donc un match qui avait été annoncé, on se rappelle, par Triple H à King and Queen of the Ring, hein, après que Drew ait été déclaré cleared suite à une blessure au coude. Et on se souvient du rêve brisé. Hein. Ça rappelle évidemment Broken Dreams et puis la titre de ma vignette, hein, c'était pas fait au hasard. Le rêve brisé de Drew à Mania, hein, après seulement 5 minutes 46, hein, c'est le temps précis, 5 minutes 46 de règne à Mania avant qu'il se fasse cacher par Priest à cause de certains Voldemort, bien entendu. Donc voilà, on en est là, hein. Et évidemment tout ce qui se trame autour de Judgment Day qui ont beaucoup de problèmes, hein. Il y a beaucoup de problèmes à gérer avec Liv Morgan, avec la LWO, et donc un McIntyre aussi qui, là maintenant, qui se présente comme un gros danger pour Priest. Donc il y a pas mal de soucis du côté de Judgment Day qui est quand même un peu le centre de tout, finalement, des grosses storylines de Raw. Avec en plus la storyline de l'Alpha Academy, mais excepté l'Alpha Academy, finalement la grosse storyline, les grosses storylines, ça tourne autour du Judgment Day, hein, finalement. Voilà, c'est une belle affiche. Pour moi, c'est le match le plus difficile, j'irais, à pronostiquer de tous. Celui qui pourrait me faire changer d'avis durant la semaine, selon comment les weekly vont se présenter, selon qui a le plus de momentum. Pour l'instant, quand on voit le dernier Raw, on dirait que ce serait plutôt le Judgment Day qui a bien contré Drew McIntyre, ils l'ont bien annihilé en l'éclatant sur la table des commentateurs et avec un clan là, qui paraît fort, là en tout cas, pour finir l'Euro. Donc pour l'instant, on en est là. On connaît évidemment un peu le théorème, enfin, en tout cas que je suis en train de voir depuis quelques temps, c'est dont j'ai déjà parlé. C'est quand tu parais bien, en tout cas quand le Judgment Day paraît bien en weekly, ça se passe pas bien en pay-per-view et inversement. Et je pense que je vais rester sur cette logique-là. Donc je pense que la façon dont le Judgment Day va paraître dans les weekly, ça peut donner une idée du résultat. Donc déjà, je vais vous donner mon pronostic à l'heure actuelle, qui pourrait bouger, mais je pense que j'ai plusieurs arguments que je vous présenterai. C'est pour moi Priest qui conservation du titre par Priest. Donc ce qui voudrait dire, selon la logique du théorème, que le Judgment Day paraîtrait, on va dire, un peu dans le doute, voire beaucoup dans le doute, avant le pay-per-view, donc lors du prochain Raw. On verra. Est-ce que Drew McIntyre va se venger de ce qu'il a pris à la fin de Raw, Rey Mysterio peut-être pareil aussi, et qu'on va avoir du coup un Judgment Day qui va un peu vaciller, un peu dans le doute, avant le pay-per-view. Et hop, ce qui va permettre d'avoir le retournement comme d'habitude, et un Judgment Day finalement qui ressort fort de l'histoire. On verra. Mais bon, voilà, ça c'est juste un petit prono annexe, mais un argument annexe. Mais en tout cas, Priest pour moi va gagner. Parce qu'il y a aussi Strowman, dont je n'ai pas aussi parlé parmi aussi les petits problèmes autour du Judgment Day, ou voire les gros problèmes, c'est que Strowman maintenant il est de retour et maintenant il tourne beaucoup autour du Judgment Day, il prête main forte à Dragon Lee, à Mysterio, donc quand on a un big guy comme ça, qui s'interpose, qui se présente un peu comme ça face à Judgment Day, bon, il y a quand même fort à parier qu'il est déjà là pour être un futur challenger crédible au titre de Priest. Voilà. Donc ça, c'est un argument qui laisse penser que Strowman, que Priest va conserver, tout simplement, parce que sinon je vois pas l'intérêt d'intégrer Strowman dans l'histoire, si c'est pas pour le mettre en challenger de transition peut-être, certes, mais challenger quand même. Je pense notamment au Money in the Bank. Ça pourrait être un challenger de transition donc pour le prochain pay-per-view. Donc ça c'est un argument. Le deuxième argument, c'est quelque chose dont j'ai pas mal parlé aussi sur ma chaîne, c'est le fameux booking de la patience de Triple H. Cher à Triple H, ce booking de la patience qu'on a beaucoup vu, où on donne pas les titres comme ça, on les donne pas
juste dans le bec comme ça, juste à ouvrir la bouche et attendre que la ceinture tombe. Non, 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 non. On va patienter, on va galérer. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais voilà, il faut attendre. Et McIntyre, bah, il a pris le titre à Mania brièvement. C'est pas, à mon avis, hein, ça c'est dans ma logique des choses, c'est pas pour galérer seulement 2 mois et récupérer ce titre. Voilà. Et juste pour galérer 2 mois au final. Tout ça pour ça en fait. Donc pour moi c'est pas de la frustration. Enfin la frustration elle est pas suffisante. Moi je veux, mais je pense surtout qu'il doit galérer encore. Il faut qu'il attende encore avant de lui donner ce titre. Et pour moi c'est trop tôt. C'est trop tôt. Moi, je verrai encore cette frustration continuer pour McIntyre. Alors, ça va encore faire une défaite écossaise, hein, un 0 sur 3 quand même. Alors ça serait dur pour le public, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour satisfaire les gens. Hein. Voilà, déjà, le fait de donner un match dans son pays, c'est déjà un cadeau en soi. Hein. Donc, bah oui, on peut perdre. Hein. Ça fait aussi partie de la logique scénaristique. Hein, voilà. On sait très bien que Drew, il va l'avoir son titre, il va le récupérer. À un moment donné, l'injustice sera corrigée. C'est comme ça que ça fonctionne le catch. On frustre, et puis à un moment donné, voilà, on est récompensé. Donc il faut pas s'inquiéter pour ça. C'est juste que pour moi, c'est pas le bon moment. Voilà, c'est trop tôt. Et que certes, il y a une perspective évidemment qui est belle, c'est d'avoir Drew contre Gunther à SummerSlam. C'était déjà l'affiche d'ailleurs d'il y a 1 an, hein, SummerSlam de 2023. Une affiche qui avait été quelque peu décevante, qui était bonne mais un peu décevante, bah ça pourrait être aussi l'occasion symboliquement de refaire ce match 1 an après, pourquoi pas. Mais pour l'instant, moi je vois pas ça et pour l'instant j'irais sur un Priest contre Gunther. Voilà, ce serait mon affiche pour l'instant que je verrais pour SummerSlam. Et un autre argument, c'est que dans l'ordre du dernier Raw, Drew, on a vu qu'il avait perdu du temps à parler comme ça à caméra et aussi à Michael Cole et du coup ça a laissé le temps à Priest de se ressaisir et justement et d'en profiter d'écraser Drew contre la table des commentateurs alors que Drew avait attaqué Priest initialement après son match face à Mysterio, donc il avait le dessus Drew et il a perdu du temps et du coup ça s'est retourné contre lui à nouveau cette perte de temps et c'est exactement une erreur similaire à celle que Drew avait commise déjà à Mania. Il perd du temps. Au lieu de célébrer son titre, il va provoquer Voldemort. Et ça va lui coûter le titre au final. Donc à nouveau, des petites erreurs comme ça. Et donc celle de Raw montre, on nous la remontre en fait cette erreur. Et je pense que c'est peut-être pas quelque chose d'innocent et que ça peut être un élément narratif très intéressant pour la suite. Et notamment donc pour Clash of the Castle de voir peut-être que il va être encore trop short à nouveau à cause de quelque chose qui va encore le déconcentrer, il va être encore sur quelque chose qui va lui faire... Voilà, il va trop perdre de temps sur des détails ou sur quelque chose d'extérieur, et c'est ça qui va encore lui coûter le titre. Et évidemment, cette obsession pour Voldemort, c'est ça aussi. Il y a aussi cette obsession qu'il a, parce que ça fait depuis ses débuts, son retour à l'autre. Depuis 6 mois maintenant qu'on nous build finalement cette feud à distance maintenant à cause de cette blessure. Cette fuite à distance entre Voldemort et McIntyre. Donc forcément, c'est fait exprès. Donc il faut frustrer, je pense, Drew encore davantage. Alors oui, donc ça ferait encore une défaite écossaise. Alors même si la tentation de faire gagner au moins un Écossais, en l'occurrence McIntyre, c'est aussi envisageable. Hein, d'autant plus que c'est vrai que Drew avait déjà subi une défaite difficile lors de la première édition de Clash of the Castle en 2022 à Cardiff. Mais bon, même cette perspective de Gunther McIntyre dont je parlais, voilà, qui peut être tentante, symboliquement parlant. Mais voilà, comme je le disais, évidemment, je suis obligé de parler de Voldemort, malgré moi, qui forcément est quelqu'un d'incontournable si on doit parler de McIntyre. Son rôle sera primordial, je pense. Faut pas se leurrer. Il a d'ailleurs récemment posté une vidéo sur Instagram en train de faire des exercices pour essayer de travailler un peu ses bras. Il faut aussi rappeler le message qu'il avait délivré à McIntyre pendant que son thème résonnait encore lors du Raw du 6 mai, dans lequel il dit, je cite, je vais te trouver, si tu me fais aller à Glasgow en Écosse, je me cacherai dans un bol de haggis, j'en sortirai et je te casserai la figure. Et j'en viens également à une interview récemment donnée par Drew à Cultaholic, dans laquelle il prévient justement Voldemort en cas d'apparition en Écosse, et
je cite à nouveau, je pense que ce serait une erreur pour un certain nombre de raisons, hein, après ce qui s'est passé l'année dernière fois au précédent Clash at the Castle. Je ne veux vraiment pas que quelque chose comme ça se reproduise au Royaume-Uni. Hein, c'est Glasgow, c'est l'Écosse, c'est différent là. Je lui conseille vivement de ne pas s'impliquer ou de ne pas faire quoi que ce soit qui puisse troubler l'ordre public pendant le show, car il y a de fortes chances que tu sois agressé. Je ne plaisante même pas, hein, et il y a de fortes chances que les agents de sécu ne nous arrêtent pas, hein, parce qu'ils sont écossais eux aussi. Hein. Moi je te le dis, il y a de fortes chances que tu te fasses agresser et la sécurité y aidera aussi, hein, si tu t'impliques dans mon match. Voilà, je ferme les guillemets. Donc, après avoir vu tout ça, j'ai évidemment réfléchi à ça et je me suis monté tout un fantasy booking qui vaut ce qu'il vaut. Hein, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. On constate déjà que le Judgment Day a encore des problèmes donc avec la LWO en ce moment. Le Mysterio Priest de dernier Raw, c'est pas fini clean hein, lors du dernier Raw, donc lors du dernier Raw avec Balor, McDonough et Carlito qui sont intervenus sur Dragon Lee, ce qui a obligé Mysterio à sauter sur eux avant de revenir dans le ring pour se faire cueillir par un Salt of Heaven de Priest qui a causé donc à Mysterio sa défaite. Drew ensuite, donc comme je le disais tout à l'heure, avait attaqué Priest, mais a perdu un peu de temps donc et a fini écrasé sur la table des commentateurs par Priest. Ce finish de match donc implique que Mysterio n'en a sans doute pas encore fini avec le Judgment Day. Ensuite, il faudra aller voir ce qui se passera donc dans le prochain Raw, mais je me suis imaginé que Rey Mysterio et McIntyre pourraient avoir une altercation d'une quelconque façon, par exemple liée au fait que tous les deux, après ce qui s'est passé à Raw, veulent se venger sur le Judgment Day, après donc ce qu'ils ont subi, ce qui pourrait conduire à un énorme match à plusieurs. J'ai pensé à un match, un 4 contre 4, qui clôturait bien sûr le show, entre Mysterio, McIntyre, Dragon Lee et Braun Strowman, d'un côté, et tout le Judgment Day de l'autre, Priest, McDonough, Balor et Dominic, avec un Carlito qui lui aura alors été chargé par le Judgment Day d'empêcher Liv Morgan de venir troubler Dominic. Voilà, ce sera son rôle. Donc on sera quand même plutôt pas mal en termes de storytelling et même en termes de in-ring. Et c'est lors de ce match qu'une mésentente entre McIntyre et Mysterio pourrait avoir lieu. Et c'est là que donc j'ai aussi pensé à la vieille rivalité entre Mysterio et Voldemort, qui avait débouché sur un match spécial à Over the Limit 2010, remporté par Mysterio, et qui permettait alors à Mysterio, en cas de victoire, hein, ce qui a été le cas, de raser la tête de Voldemort lorsqu'il faisait encore partie de la Straight Edge Society, hein, en tant que leader. Hein. Il avait alors porté un masque, hein, après s'être fait raser le crâne, il avait porté un masque pendant quelques temps, afin de cacher sa calvitie. On s'en souvient, en tout cas pour les fans de la première heure. On se souvient d'ailleurs aussi de son apparition en Indie en 2019 avec un masque, hein, Voldemort, pour venir aider son ami Ace Steel à remporter un match. Il n'a jamais confirmé d'ailleurs que c'était vraiment lui sous le masque, mais il était tout de même aisément reconnaissable. Bref, là où je veux en venir, c'est que dans mon scénario, si l'altercation entre McIntyre et Mysterio lors du prochain match, lors du prochain Raw, a bel et bien lieu, cela pourrait bien donner des idées à Voldemort pour venir se pointer en Écosse avec un masque de Rey Mysterio sur lui, hein, carrément, pour le clin d'œil déjà à leur feud de 2010, mais surtout pour faire croire qu'il va faire perdre McIntyre à la surprise générale en représailles de l'altercation entre Mysterio et Drew qui aura eu à Raw, ce qui provoquerait un énorme courroux des fans, hein, largement acquis à la cause de McIntyre, en pensant que Rey Mysterio est en train de faire une énorme connerie là. Et ensuite, une fois la victoire de Priest validée et le public abasourdi, Voldemort va retirer alors son masque, hein, révélant alors ne pas être Mysterio, hein, mais bel et bien Voldemort. Cela permettrait de jouer intelligemment sur la narration de ce qui se serait passé à Raw, tout en nous faisant oublier, l'espace d'un instant, la présence éventuelle de Voldemort, jusqu'à la révélation choc. Et le fait d'intervenir de façon masquée permet aussi de jouer sur le mystère, hein, jusqu'au bout. Si tout cela se passe ainsi, le public serait fortement irrité, hein, et en voudrait à Voldemort. Mais imaginez la réaction de Drew, hein, si tout cela avait lieu. Hein, une nouvelle désillusion à Clash of the Castle, encore. La frustration ultime.
3 fois arnaqué par le même homme. Après WrestleMania, le Fatal 4-Way pour désigner un challenger à Priest en Arabie Saoudite, et maintenant Clash of the Castle. Cela permettrait évidemment de faire monter la pression encore davantage en attendant leur match inéluctable, hein, que ce soit Money in the Bank ou bien à SummerSlam, hein, je pense davantage SummerSlam. Voilà, donc j'espère que ce scénario vous aura plu et convaincu, hein, parce que moi je le trouve intéressant. Voilà, alors il va loin, hein, mais pour moi il se tient, il a du sens, il peut tout à fait fonctionner. Et il faudra en revanche que le masque, hein, éventuel porté par Voldemort soit vraiment un masque de Mysterio, hein, afin qu'on puisse vraiment penser que Rey se cache là-dessous, car physiquement c'est quand même pas vraiment le même gabarit. Et si Voldemort porte par contre un hoodie, par exemple, hein, comme il l'avait fait en Indy, ça peut peut-être passer. Bref, on verra bien, hein, mais moi j'aime bien ce scénario, et tout cela me pousse encore davantage à miser sur Priest, même si c'est le match le plus difficile à pronostiquer et que tous les arguments se valent, même une victoire de McIntyre. Je changerai peut-être d'avis, hein, donc dans la semaine, et je vous dirai dimanche prochain avec honnêteté si je l'ai fait, mais pour le moment, pour toutes les raisons invoquées, moi j'irai davantage vers Priest que vers Drew à l'heure actuelle, avec un Priest donc contre Gunther à SummerSlam, et peut-être un Drew contre Voldemort, hein, sans titre au bout, hein, mais un match évidemment teasé depuis de nombreux mois et qui va forcément avoir lieu. Et on donnerait une chance à Strowman, du coup, face à Priest, en challenger de transition, donc, en attendant d'avoir Gunther contre Priest à SummerSlam. Voilà comment donc je vois les choses. Donc peut-être que ce serait donc Strowman contre Priest à Money in the Bank, on verra. Et puis la petite phrase de Voldemort sur le fait de se cacher dans un bol de haggis, hein, peut aussi être en quelque sorte une prédiction de ce qu'il se passera réellement lorsqu'il va se montrer après s'être caché quelque part, mais pas de la façon dont on pense. Voilà, pas forcément se cacher quelque part, mais se cacher sous un masque. Voilà, voilà la petite nuance. Voilà, moi j'aime bien ce scénario et on verra bien comment ça va se passer. Voilà, on va finir maintenant avec ce qui pour moi sera le main event du show, à savoir AJ Styles contre Cody Rhodes pour le WWE Undisputed Championship. Voilà, donc la revanche de Backlash. Justement, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, dans ma review de King and Queen of the Ring, qu'il n'y avait pas pléthore de candidats potentiels, de challenger pour Cody. J'avais recité AJ, peut-être, puisqu'il avait réclamé un match de championnat à Aldis, mais Aldis avait refusé. Hein. Voilà, il peut pas faire ça comme ça. Donc ça donnait peut-être une idée. Peut-être qu'il aurait pu avoir quelque chose encore, AJ. Et on a eu ce fameux segment, ce faux segment de départ à la retraite à la Mark Henry de la part d'AJ. Un bon segment. J'avais réussi à douter. Jusqu'à la fin, on va dire, au moment où Cody est arrivé en train de lever le bras d'AJ, là, on a revécu totalement le segment de Mark Henry avec John Cena. Hein, là, c'était vraiment le même chose. C'est là que j'y croyais de moins en moins, et je n'attendais plus qu'une chose, c'est que AJ frappe Cody, quoi. C'est ce qui est arrivé, corde à linge, et ce gros side clash là, depuis le haut des escaliers d'acier, directement sur le tapis à l'extérieur. Et voilà, la hit totale. Et Gallows Anderson qui était de mèche. Donc voilà, une fin assez choquante, même si elle n'est du coup pas, moins impactante, pas aussi impactante qu'à l'époque de Mark Henry, parce que Henry à l'époque, je peux vous dire que là c'était quand même quelque chose, et pour moi ça reste un segment marquant, et même pour moi, l'un des tout meilleurs segments de l'histoire de la WWE. Je plaisante pas en disant ça, c'était l'un des tout meilleurs segments. Alors on peut aussi rappeler la petite blague avec la veste, hein. C'est vrai que dès qu'on a une veste un petit peu couleur pastel, hein, il faut jamais faire confiance à la personne qui porte ce genre de veste, hein, surtout quand on nous dit qu'on va prendre sa retraite. Hein. Bref, voilà, donc ça c'est pour l'argument, on va dire, le motif qui conduit à ce match de championnat. On a vu aussi justement une interaction encore une fois lors du dernier SmackDown. AJ Styles qui nous fait le coup du Give me what I want, hein, qui rappelle Batista un peu, et Cody lui il se fait pas prier, il dit oui t'inquiète pas, moi je vais te le donner ton rematch à Clash of the Castle, mais voilà, je vais pas simplement te battre comme je pourrais le faire simplement, mais je vais te faire dire ce que tu aurais déjà dû dire la semaine dernière, à savoir I quit. Voilà, donc la stipu est lancée, la stipu est lâchée. I quit match, donc à Clash of the Castle, c'est pas forcément une stipulation qu'on voit souvent. Hein. La dernière, elle remonte déjà à Extreme Rules 2022. Hein. C'était entre Edge et Balor, on s'en souvient, hein, avec Beth Phoenix, le drama, etc. C'était le dernier I quit match qu'on avait vu du côté de la WWE.
en tout cas dans le main roster. Donc voilà, ça, quand ça se justifie, voilà, bah, c'est bien d'en voir de temps à autre. Je suis pas des plus fans de cette stipulation. Bref, je suis un peu curieux quand même de voir comment ça va se dérouler ce match avec cette stipulation-là, justement, qui évidemment veut dire qu'il n'y a pas de disqualification. Donc tout est possible, hein. Toute intervention est possible, hein, évidemment. On pense bien sûr à Gallows et Anderson, ça c'est ce qu'on pense à eux en premier. Mais je suis curieux de voir déjà comment le perdant va dire I quit. C'est ça surtout. Comment dire I quit. Voilà, ça rappelle évidemment les gros matchs là, un peu exagérés hein, de John Cena à l'époque. Et justement, je parle de Cena. C'est vrai que des gens ont commencé déjà à grimacer vis-à-vis du booking quelque peu, je dirais exagéré de Cody Rhodes depuis qu'il est champion déjà à la Cena quoi. C'est vrai que notamment à Backlash hein, en France où c'est vrai que bon Cena c'était un peu ça hein, et Cody s'en rapproche pas mal. De toute façon déjà on voit que c'est déjà il a le traitement déjà du top babyface, le mec qui se met bien avec les enfants, il est adulé etc. Le visage de la compagnie donc déjà rien que là-dessus c'est du Cena. Mais dans le booking ça commence aussi à s'en rapprocher et évidemment ça peut déjà faire grincer des dents du côté des fans. Et oui, ça va vite hein, le catch. Hein. Et oui, et donc, bah, déjà, on peut se dire, mais comment il va perdre? Comment un mec qui est de plus en plus booké comme Cena va justement dire les mots que Cena lui-même n'avait jamais prononcé, à savoir I quit? Et qui, d'ailleurs, n'abandonnait jamais Cena. C'était Never Give Up, on s'en souvient. Ça faisait partie de sa gimmick. J'abandonne pas, moi je suis Cena, je suis Super Cena. Et Cody, bah ça s'en rapproche maintenant. Donc Super Cody, j'en reviens du coup à mon prono. Je le vois pas perdre ce match. Je vois pas perdre Cody ce match. En fait, s'il y avait eu un match simple, j'aurais pu douter. Mais l'ajout de cette stipulation, alors certes, on peut se dire ah ouais, mais du coup ça peut protéger Cody dans la défaite, comme ça il prend pas le pin, puisque il faut juste dire I quit pour perdre. Oui, c'est vrai, c'est un argument. Mais je ne vois pas un mec comme ça justement qui quand même s'est fait chier, a galéré comme un damné pour finir sa putain d'histoire. Un gars qui a galéré comme ça ficherait déjà tout en l'air 2 mois après. Il dirait I quit 2 mois après tout ce qu'il a enduré pour gagner ce fichu titre. Et cette putain d'histoire là, ils nous ont emmerdé pendant 2 ans avec ça. Non, j'arrive pas. Désolé, mais j'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Et justement, attention de ne pas saouler les fans. Alors peut-être que les Américains, eux, bon, ils sont un peu moins impactés que les purs fans hardcore comme ça, là, les gros smarteux. Mais attention à la longue, ça peut aussi énerver les gens. Donc on va voir aussi comment va se dérouler ce match, parce que évidemment, si c'est toujours pareil. Cody qui se fait malmener, étrangler, lacérer, démolir par AJ pour ne jamais dire I quit, alors que l'autre il va faire 2-3 moves et l'autre il va abandonner, ouais, ça va saouler. Ça va saouler, donc attention comment le match va être conduit et comment ça va se terminer. Ça peut aussi énerver pas mal de monde. Donc moi je suis curieux aussi de voir comment le perdant qui à mon avis va être AJ, comment il va faire pour dire I quit. Voilà, ça c'est ça qui m'intéresse. Et puis si ce I quit va être finalement un vrai I quit, puisque ce sera pas sa vraie retraite, finalement. Puisque là on a une fausse retraite, mais si ça se trouve, lorsqu'il va y dire I quit, ce sera sa vraie retraite. On verra bien, hein, on verra bien. En termes de, j'irai d'overbooking si je puis dire, parce que c'est vrai que c'est un match comme je le disais, c'est no DQ, donc tout est possible. Les Good Brothers, forcément, Gallows et Anderson, qui sont venus donc avec AJ, ils seront là, à mon avis, ils risquent d'intervenir. Et donc, forcément, il y aura peut-être un peu besoin de renfort, parce que c'est vrai que Cody là, il est isolé, il a pas d'allié actuellement du côté de SmackDown. Bon, il y avait Jey Uso, mais bon, il a Raw, il a rien à faire dans l'histoire. Il a l'air assez seul dans le build-up, en tout cas, il a personne autour de lui. Et là, on a un AJ. On a un Gallows et on a un Anderson. Je me disais, tiens,
ce soir, cette nuit, à Battleground, il y a quoi? Gallows Anderson, qui auront justement un match de championnat pour les titres NXT contre Axiom et Fraser. Axiom et Nathan Fraser, évidemment 2 Européens. Donc pourquoi pas, pour la surprise, avoir et offrir un nouveau cadeau aux Écossais, notamment, avoir 2 Européens là, qui pourraient se pointer pour histoire de déjà de faire continuer faire marcher les passerelles entre NXT et le main roster, et puis du coup être dans la logique de ce qui se passe actuellement donc autour des titres de NXT avec Axiom Fraser qui continuerait, donc qui ferait le save finalement qui interviendrait sur Gallows et Anderson. Alors c'est pas forcément pour un call-up, hein, c'est juste pour continuer de raconter les histoires du côté de NXT, mais dans le main roster, voilà. Donc ça serait une idée possible. Du coup, Axiom Fraser ferait finalement le ménage pour se débarrasser de Gallows et Anderson, et puis Cody finirait le travail. Voilà, pour faire dire I quit à AJ. Et puis un autre argument, c'est que je parlais d'Orton. C'est pas grave si ça fait un face contre face, mais un Cody Orton, moi j'ai du mal à me dire que ça n'aura pas lieu, parce qu'évidemment ça s'écrit tellement tout seul avec la Legacy, tout ce qui s'est passé entre eux. Il y aurait un gros truc à faire entre ces deux-là, même si c'est un face contre face, ça passerait aisément et on aurait les deux des mecs les plus over dans la compagnie actuellement. C'est quand même une affiche hyper bankable qui pourrait tout à fait avoir lieu, et je pense surtout pour le titre. Donc pour moi, j'ai même envie de dire que tant que ce match n'aura pas lieu, je peux pas penser et croire que Cody puisse perdre son titre d'ici là, quoi. Tant qu'on n'aura pas eu ce match. Donc voilà, ça c'est un autre argument. Et qu'est-ce qui pourrait se passer finalement après ce match? S'il dit I quit, AJ, alors ça c'est encore une autre fantasy booking, mais qui sait si Gallows et Anderson ne vont pas se retourner ensuite contre AJ, et ce qui ferait, alors ça c'est un clin d'œil très smart, hein, mais faire un petit clin d'œil à ce qui s'était passé lorsque AJ Styles s'était fait éjecter du Bullet Club à l'époque, dont Gallows Anderson alors faisait partie à ce moment-là, hein, lors de justement de cette éjection. Ça serait un gros clin d'œil. Et Cody, alors c'était pas à la même époque, mais Cody a aussi fait partie du Bullet Club. C'est vrai que c'est quelque chose, d'ailleurs, qui n'a pas été trop mentionné dans le build-up. Aussi bien le build-up de Backlash que le build-up de Clash of the Castle, finalement. On n'a pas trop parlé du Bullet Club. Ça aurait pu, maintenant, on parle davantage de catch et de ce qui se passe à l'extérieur, du côté de la Triple H era, beaucoup plus que quand c'était Vince. Il n'y a même pas de comparaison possible. Donc, ouais, ils auraient pu peut-être davantage en parler. C'est dommage. Peut-être qu'il y aura, voilà, peut-être dans les derniers segments qu'on verra SmackDown, ils le feront peut-être. Mais en tout cas, voilà, ça a été discret, mais peut-être un petit clin d'œil à l'éjection des J-Stars du Bullet Club avec Gallows Anderson qui peut-être éjecterait eux-mêmes AJ. Alors, face turn déjà, bon, ça serait peut-être un peu rapide, vous me direz, mais on verra. En tout cas, je suis très curieux. Comme je ne vois pas AJ prendre le titre, moi je serais très surpris. Hein. Je suis curieux de voir ce qui attendra justement AJ après. Est-ce qu'il va se faire dégager par Gallows Anderson? Est-ce qu'il va changer quelque chose, un personnage, j'en sais rien? Est-ce qu'il va vraiment prendre sa retraite? Est-ce qu'il va être backstage? Est-ce qu'il sera un personnage peut-être qui va être avec Nick Aldis, peut-être? On connaît, voilà, deux anciennes légendes de la TNA. Est-ce que c'est pas l'occasion de proposer quelque chose, de se retrouver dans le bureau d'Aldis pour discuter de l'avenir? Voilà. On verra. Est-ce que ce sera pas... Et alors, encore une autre idée qui me vient complètement là en direct, puisque je parlais de légendes de la TNA. Vu les passerelles actuellement, alors c'est plutôt entre NXT et TNA, mais sait-on jamais, est-ce que ce serait pas l'occasion pour AJ, justement, d'aller faire un petit tour du côté de la TNA pour un énorme moment, là, qui ferait énormément plaisir aux fans de la TNA, hein, je pense notamment à l'ami Steve Slam que je salue au passage, hein, pour faire un petit run sympatoche, et peut-être pourquoi pas aller chercher Moose pour le titre, voilà, puisque là de toute façon, une fois qu'il aura perdu contre Cody, il aura plus d'objectif là, enfin en tout cas là, sur le coup, il a rien, donc pourquoi pas aller piquer une petite tête du côté de TNA, et pourquoi pas avec Gallows Anderson, hein, sait-on jamais, s'il reste toujours en bon terme, voire Michin, hein, on sait jamais aussi,
Hein, Michin, même si elle s'est un petit peu éloignée là ces derniers temps, mais bon, là son match ce soir à Battleground, elle a rencontré Jordynne Grace pour des retrouvailles sympatoches du côté de NXT cette semaine. Pourquoi pas retrouver aussi tout ce beau monde, parce que ça aussi c'est Michin, Miaim, c'est aussi une ex-TNA, hein, donc il y a beaucoup d'ex-TNA finalement, même tout le clan Zia aussi finalement c'est des ex-TNA, donc il pourrait y avoir aussi d'autres choses pour l'avenir du côté de TNA, hein, vu l'alliance plus que maintenant visible entre les deux compagnies. Peut-être même que c'est la VVE qui va sauver TNA, parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses, des indices, on va dire, assez inquiétants du côté de la TNA. Après le mois d'août, on n'annonce plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Des gens importants s'en vont. Qu'est-ce qui se passe quoi dans cette compagnie? Est-ce que c'est pas VVE qui va sauver la compagnie? Shawn Michaels nous tease des trucs. On a l'impression que des choses importantes vont avoir lieu, d'autres personnes vont peut-être venir, notamment à NXT. On parle même de Leon Slater, on parle de Josh Alexander. Évidemment, Josh Alexander, ancien partenaire d'Ethan Page à la TNA dans l'équipe de North, ça pourrait s'écrire aussi, un Josh Alexander contre Ethan Page. Bref, il y a plein de choses qui peuvent s'écrire. Et pourquoi pas voir un AJ Styles se pointer du côté de la TNA pour un dernier run. Voilà. Alors qu'en plus on a célébré cette année les 20 ans du show Impact. Donc voilà. Voilà encore des choses intéressantes. J'y pensais même pas. Et c'est en parlant comme ça que j'y pense. Voilà, une belle porte de sortie peut-être pour AJ après donc cette défaite à mon avis contre Cody. Voilà, donc j'en ai terminé avec les pronostics de Clash of the Castle. N'hésitez pas en commentaire à faire vos pronostics, à dire ce que vous en pensez de ce pay-per-view, est-ce que vous êtes hypé ou pas. Moi, je dirais que ma hype est modérée. Je suis assez confiant quant à la qualité du public et à sa chaleur. Peut-être pas que ça sera peut-être pas à la hauteur de la France, parce que la France était quand même, ils ont mis la barre très 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 haut, mais je pense qu'on va avoir un gros public, parce que bon, c'est le Royaume-Uni, hein. Le Royaume-Uni c'est un gros public de catch, et l'accueil qui sera réservé notamment à leur gloire locale, bah, il va être énorme. Et on aura des matchs intéressants, je pense à Gable contre Zayn, à McIntyre contre Priest, et à Cody contre AJ. Les deux matchs féminins pour moi sont en dessous, voilà, il faut le dire, mais on peut avoir un pay-per-view, je dirais, c'est un pay-per-view à nouveau secondaire, mais dans lequel il peut se passer des choses intéressantes et des interventions intéressantes qui peuvent faire justement bouger un peu les histoires dans la road to SummerSlam, hein, parce qu'on peut déjà penser à commencer à parler de SummerSlam. Voilà, maintenant je vais terminer cette vidéo, hein, puisque maintenant on en est à plus d'une heure de vidéo, par le traditionnel top 5 des matchs que j'ai préférés ces 3 dernières semaines. Vous allez voir, il y a des matchs étonnants, hein, notamment le 5e dont je vais parler tout de suite. Mais oui, ça fait partie ici de la magie des top 5. On va commencer tout de suite donc justement par le numéro 5 de ce classement. Il s'agit de Roderick Strong contre Funimori Abe. C'était lors du show DPW Limit Break le 19 mai. 4 étoiles écart pour la note. Nous sommes du côté de la DPW, la Deadlock Pro Wrestling, une compagnie peu connue, ayant seulement 3 ans d'existence et basée du côté de la Caroline du Nord. Nous étions ici à Durham, hein, toujours en Caroline du Nord, dans une petite salle hein, contenant seulement 350 personnes. Et oui, on est dans de l'indie pur ici. Ça change des grosses compagnies dont je parle habituellement. C'est aussi ça, la beauté du catch. Ce match opposait donc Strong, à l'époque toujours champion international de la OW, hein, car nous savons qu'il a perdu ce titre une semaine après face à Will Ospreay à Double or Nothing. Et donc il était opposé à Fuminori Abe, solide catcheur japonais de 29 ans, expérimenté, très technique dans un ring qui a lutté dans énormément de compagnies japonaises dans sa carrière, hein, comme Big Japan, All Japan, DDT ou Glit, hein, pour ne citer qu'elle. Il s'agissait ici du tout premier match de Strong hein, du côté de la DPW. Le match démarre sans surprise, hein, de façon très technique, avec du mat wrestling, d'excellente facture, histoire de se jauger un peu et de chauffer le public. Le match est très équilibré, on se régale de voir l'agilité des deux lutteurs. Petit à petit, le match devient plus intense et agressif, à base de manchettes, de coups de pied et d'atémis hyper percutants, hein, notamment ceux de Strong, hein, dont on connaît depuis longtemps leur efficacité. Mais Abe n'est pas en reste et oppose une belle résistance à Strong, notamment avec un superbe tornado kick dans le coin à la manière de Mike Bailey. Abe repart sur du match wrestling en s'attaquant aux jambes de son adversaire à base de figure 4 leg lock et de sharpshooter. La séquence Claymore de Strong enchaînée par un retour éclair d'Abe dans le ring pour venir porter un coup d'avant-bras à Strong était de toute beauté et a enflammé le public. On assiste alors à un duel de manchettes d'Abe et d'Atemi de Strong.
Le match devient alors tout fou, avec également le stress de devoir vite en finir, car le match est limité à 20 minutes, et on nous annonce alors qu'il ne reste déjà plus que 5 minutes pour s'imposer. AB tente un octopus stretch mais sans succès, le public se laisse alors aller à des chants Fight Forever, la fatigue se fait sentir et AB réussit presque à contrer victorieusement Strong et manque 2-3 fois de s'imposer. La fin de match est de toute beauté avec un très beau finisher parfaitement exécuté, le public laisse éclater sa joie et en effet on a assisté ici à une véritable perle, une petite pépite qui vaut vraiment le coup d'être vue, un match hautement improbable pour lancer ce top 5 et qui hérite d'un solide 4 écarts, vraiment mérité selon moi. Voilà, on va passer maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Bodzilla et de Sari contre Julia et Utami Hayashishita. C'était du côté de Marigold Fields Forever, c'était le nom du show, le 20 mai dernier. 4 étoiles écart pour la note. Nous étions comme souvent donc au Korakuen Hall pour ce show hautement symbolique et historique, dont je vous avais fait la petite promotion le mois dernier. Et puisqu'il s'agissait donc du tout premier show de la nouvelle promotion de Rossy Ogawa, la Dream Star Fighting Marigold. Ogawa avait été renvoyé de la Stardom par Bushiroad, accusé de vouloir débaucher des talents. Suite à ce renvoi, il a rapidement annoncé son intention de fonder une nouvelle promotion. Et nous voici ainsi réunis pour les débuts de la Marigold avec un roster prometteur, composé d'anciennes lutteuses de la Stardom et d'autres compagnies de Joshi Puroresu. Nous sommes dans le main event du show pour ce tag match. Prometteur entre d'un côté Julia, future catcheuse de la VVE, et Utami Hayashishita, deux ex-stars de la Stardom, et de l'autre, Sari, qu'on a pu déjà voir du côté de NXT pendant quelques temps, et Bodzilla, catcheuse allemande d'1m80 et de seulement 20 ans, que je découvris ici, et dont le physique est particulièrement impressionnant. Je vous laisserai voir ça si vous ne l'avez encore jamais vu. Il y avait clairement un match dans le match entre Julia et Sari dans ce main event. Les deux s'étaient déjà affrontés une fois, mais il y a 5 ans de cela. Julia était alors au tout début de sa carrière. C'était donc peu étonnant de voir ces deux-là démarrer le match. La salle est remplie comme un œuf, et l'on sent déjà que nous sommes en train d'assister à un moment d'histoire. Le match est assez bien construit globalement avec une montée en intensité progressive. On a eu le droit à toutes les combinaisons de duels. Et malgré le fait que Bodzilla soit assez méconnu et n'ait pas l'habitude de travailler avec ces trois Rolls-Royce du Joshi Puroresu, elle a été très bien mise en valeur, faisant l'étalage de sa force et parfois de son agilité, comme lors de sa Vader Bomb, de son Moonsault ou bien de sa Back Senton. Joli duel entre Bodzilla et Hayashishita en mode David contre Goliath, qui sera suivi d'un nouveau duel entre Julia et Sari, plusieurs minutes après leur duel de début de match. Ça permet au public de s'enflammer à nouveau avec ce duel très efficace et rempli de star power. On s'échange des mandales, au point que Julia finit par enlever son manchon de protection. Les 5 dernières minutes sont folles, tout le monde ou presque est dans le ring, et Sari multiplie les souplexes dévastatrices sur lesquelles Julia retombera régulièrement sur la tête, ce qui rend le tout d'autant plus impressionnant, voire effrayant. La fin de match est quasiment à sens unique, et la personne qui a pris le pin final n'est pas spécialement étonnante ici. Une promo aura lieu post-match entre Julia et Sari, et comme on pouvait s'y attendre, Julia va défier Sari pour un nouveau match en 1 contre 1, 5 ans après leur précédent, un défi accepté par Sari, probablement selon moi le dernier match de Julia avant d'aller rejoindre la VVE, ce match contre Sari, c'est fort à parier. 4 étoiles écart pour ce très bon match tag, symbolique, avec du star power, du storytelling et de l'émotion, un match vraiment à voir. On va passer maintenant au numéro 3 de ces classements, il s'agit de Keno contre Minoru Suzuki. C'était lors du show Noah Star Navigation 2024, One Night Dream 2. C'était le 22 mai. 4 étoiles écart pour la note. Un vrai dream match au Korakuen Hall, encore une fois, entre une future légende du Puro et quelqu'un qui en est déjà une. Voilà comment résumer ce face-à-face très alléchant. Keno arrivera sur le ring avec le t-shirt de Suzuki, histoire de le provoquer. Suzuki va travailler en heel tout le match, de façon fort efficace, n'hésitant pas à frapper son adversaire avec des chaises à l'extérieur du ring, quitte même à le blesser au bras et à capitaliser dessus en fatiguant ce bras par la suite. Suzuki aura une sacrée staphylade au niveau du crâne après avoir reçu lui aussi un coup de chaise. Suzuki, grâce à sa ruse et à sa rudesse, va pas mal dominer ce match, ce qui poussera évidemment le public à soutenir Keno. Son comeback sera progressif mais laborieux, Suzuki revenant régulièrement à la charge à base de provocation, poussant Keno dans ses retranchements afin qu'il lui donne la meilleure version de lui-même, une sorte de combat maître contre élève en quelque sorte. Suzuki fatiguera son adversaire avec des prises du sommeil, mais Keno reviendra dans la partie sans rien lâcher. Son PFS, son finisher, l'équivalent du coup de grâce de Finn Balor, sera un move qui aura aussi son importance dans ce match. Très belle fin de match. Quel que fut le résultat de ce match, Keno en est ressorti grandi, telle la grande star de la Noah qu'il est. 4 étoiles écart pour ce très beau combat, simplement et efficacement raconté, qui demande à être revu à l'avenir. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement. Il s'agit
de Masaki Tamiya contre Tomohiro Ishii. C'était à nouveau lors du show Noah Star Navigation 2024 One Night Dream 2. C'était le 22 mai. Donc c'était le même show, 4 étoiles et demie, hein, donc le match revanche du show Noah the New Year du 2 janvier dernier et que Ishii avait remporté alors. Un vrai combat de bonhomme entre deux physiques assez similaires, deux durs à cuire qui vont se livrer une véritable guerre pendant près de 20 minutes. Le match n'a rien de spectaculaire en soi, les moves sont basiques, atemi, manchette, coup de boule, manchette à nouveau, mais on ne leur en demandait pas plus. Ils se sont bien rentrés dans le lard hein, et le public était vraiment à fond dedans, hein, du début à la fin. Pas mal de dégagements in extremis pour nous faire réagir. Peut-être un poil trop de nocelles de la part de Kitamiya. C'est le seul reproche que je ferai à ce match, hein, avec aussi le fait que le travail à la jambe entrepris par Kitamiya aurait mérité meilleur développement. Mais hormis ça, ce combat est très agréable à suivre et contient pas mal de suspense. Kitamiya saignera même au sommet du crâne, ce qui participe au drama et à l'épicness de cette bataille. 4 étoiles et demie pour ce très beau combat. Je ne serais pas contre un match 3. Hein, et lorsque l'on voit la réaction du perdant, on pourrait vraiment croire que cela est possible à faire à suivre. Et on va terminer ce top 5 et cette vidéo par le numéro 1 de ce top 5. Il s'agit de Kento Miyahara contre Yuma Ansai. C'était lors du show AJPW Super Power Series 2024, jour 1. C'était le 29 mai. 4 étoiles et demie pour la note. Match comptant pour le titre Triple Crown, détenu par Yuma Ansai depuis le 30 mars. Et il affronte un Miyahara qui a déjà gagné ce titre à 6 reprises hein, dans sa carrière, excusez du peu. Superbe affiche hein, dans le main event de ce show, qui, pour ne pas changer, s'est tenu, je vous le donne en mille, au Korakuen Hall de Tokyo, évidemment. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés une fois, alors l'an dernier. Miyahara l'avait alors remporté. Le début de match se déroule la plupart du temps à l'extérieur, on s'envoie contre les barricades. Miyahara réussissant même un DDT à l'extérieur. Ansai réussira plus tard une énorme Dragon Suplex sur l'épaule du ring, de laquelle Miyahara aura bien du mal à se remettre, la vendant même à merveille. Vraiment à merveille. Kento reviendra au courage et les échanges de manchettes furent intenses. Ansai va tenter ensuite d'endormir son adversaire avec un sleeper hold durant de longues secondes, mais Kento ira chercher la corde pour s'en sortir. Coup de genou à la volée, German suplex, Kento se dégage à chaque fois à deux, la fatigue se fait ressentir, les deux hommes titubent, le public est très investi, Ansai arrive tout de même à se dégager d'un running knee dévastateur, Ansai réussira même à voler la prise de son adversaire, la shutdown suplex hold, un prise que Miyahara aura tenté à plusieurs reprises mais événement. Il enchaînera alors avec son propre finisher, le Gimlet, une chaise électrique modifiée portée à un bras, et se terminant en sit-out powerbomb. Je n'irai pas plus loin hein, pour ne pas en dévoiler davantage, mais les deux hommes finiront évidemment épuisés au sol après cette joute épique de 27 minutes de toute beauté. Un superbe match, hein, évidemment recommandé, et qui lui vaut donc la note de 4 étoiles et demie, et donc la première place de ce top 5. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et ce numéro 30 du Manso 4. J'espère que ça vous plaira. Comme je l'indique dans ma vignette, rendez-vous le 16 juin pour la review, donc la semaine prochaine. La vidéo, je pense, un peu comme King and Queen of the Ring, arrivera un peu tard, en fin de journée, hein, pour des raisons familiales. Donc voilà, j'essaierai de faire au plus vite, bien entendu. Bon, voilà, n'hésitez pas à liker, hein, évidemment, c'est ce que je vous demande en premier, c'est de liker. C'est très très important à chaque fois pour ma visibilité, de liker, c'est très important toujours. Et puis de commenter, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, dites ce que vous pensez de ce pay-per-view, si vous êtes hypé. Ou pas, vos pronostics, s'il y a des matchs qui vous ont marqué aussi ces 3 dernières semaines. Il y en a un que j'ai pas cité par exemple, mais parce qu'il est arrivé très très tardivement, donc je pouvais pas en parler, mais qui aurait pu être éligible. C'est le match entre Castagnoli et Wheeler Yuta et le FTR à collision, parce que c'était juste la nuit dernière, et c'était, alors la fin est un peu frustrante pardon, certes, mais le match était vraiment de très très bonne facture. Voilà, on est autour d'un 4 étoiles écart, voire 4 étoiles et demie, mais la fin peut-être fait que ça retomberait peut-être à 4 étoiles écart, pas plus. Mais en tout cas, c'était vraiment un excellent match que je vous recommande et qu'il fallait aussi mentionner. Voilà, on se retrouve donc dans une semaine pour la review du pay-per-view. Portez-vous bien, excellent dimanche à tous et très bonne semaine par avance. Hein, et donc n'oubliez pas Clash of the Castle, si vous pouvez le voir en direct, à 20h heure française. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch! Et comme dirait peut-être quelqu'un, sait-on jamais, qui pourrait aller chez VVE, même si je crois pas du tout, zéro miedo. Ciao à tous.